Salut à tous et bienvenue sur Sorbonne Finance Talk. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Finance Thomas. Finance Thomas qui a commencé en prépa PCSI à Toulouse, qui est passé par Super Aéro, HEC et qui aujourd'hui sur Instagram parle de finance à plus de 70 000 personnes. Mais derrière ce parcours parfait, qu'y a-t-il vraiment? Comment vas-tu Thomas? Très bien, et vous? Bah, ça va, Merci. super bien, c'est gentil. On est Belle très heureux de introduction. t'accueillir ici, puisque tu Très es notre heureux d'être premier là. invité ici. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs Ouais, carrément. Bah, écoutez, moi je m'appelle donc Thomas Egader. ça va. J'ai grandi et fait une partie de mes études à Toulouse. Oui. Donc j'ai commencé par une classe préparatoire, donc comme tu l'as bien dit, en PCSI PC, qui m'a permis ensuite d'intégrer une école d'ingénieurs qui s'appelle Isae Super-Héros, qui fait de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Mhm. Donc voilà, où j'ai fait mon cursus classique et après j'ai intégré HEC un double diplôme Mhm. il y a 2 ans, donc programme grande école où tu rentres en M1 et tu fais M2. Ouais. Et donc là je suis dans ma dernière année d'HEC, donc en M2, dans la majeure entrepreneur. Et à côté de ça, depuis le 5 janvier de cette année, j'ai lancé donc un compte Instagram en finance de marché pour aider les étudiants du coup à faire comme moi. En finance de marché, j'ai fait un stage et une alternance. Oui. On y reviendra certainement. Donc voilà un petit peu pour qui suis-je. Merci D'accord. beaucoup. Ok. Et donc, par rapport à ce parcours, qu'est-ce qui t'a vraiment lancé? En fait, ça a été quoi la raison qui t'a poussé à aller en prépa au premier abord? Euh, Pourquoi je suis allé en prépa? Alors en fait, je voulais pas y aller à la base, mais je sais pas pourquoi je m'y suis retrouvé. Pour l'anecdote, mes parents avaient payé une conseillère d'orientation basée sur le fait que je ne voulais pas faire prépa. Donc elle m'a fait un super bouquin de 80 pages. Ça a coûté une blinde et au final, je me suis retrouvé en prépa. Mais à la base, je voulais pas y aller. Mais je pense que comme j'étais bon en maths et en physique, et que je savais pas trop quoi faire de très précis, bah en fait pour se laisser un peu de temps, en fait la prépa c'est encore généraliste, c'est un peu Ouais. un continuum du lycée. Mais du coup je suis parti en prépa scientifique parce que c'est là où j'étais bon. Et après école d'ingénieur classique et après en école d'ingénieur je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Oui. Donc après je suis parti en école de commerce. Ok, je vois. Voilà un petit peu pour le début. Mais aussi, en fait j'hésitais beaucoup entre, j'étais fort en maths et en physique, mais j'étais aussi très fort en philo. Et donc, il y avait un monde où je partais aussi en philo après le bac. J'aurais pas eu tout la même vie aujourd'hui, mais j'avais été pris à Sorbonne aussi en philo. Sorbonne en philo. Et donc, je pense la probabilité que j'y finisse était assez élevée. Mhm. En fait, j'avais tellement pas à choisir entre les sciences ou la philo, tellement j'aimais bien. Puis je me suis dit que le bac choisirait pour moi. J'arrivais tellement pas à choisir, je me suis dit, bon, on voit les notes du bac, Ouais. et en fonction des notes, j'irai dans l'un ou dans l'autre, quoi. D'accord. Et en fait, le destin a très bien tranché puisque j'ai eu 19 en maths et 16 en physique Incroyable. et j'ai eu 9 en philo. Ah oui. Donc voilà, donc c'était plié l'histoire. Donc après, je suis parti en prépa et j'ai fini. Voilà. Ok. Parcours. Mais du coup, pourquoi tu as choisi cette école d'ingé? Qu'est-ce qui t'a Alors motivé? pourquoi j'ai choisi? Parce que j'avais pas celle que je voulais. Ah. Je voulais une des top parisiennes, donc Ligue Centrale, les Ponts ou les Mines. Ok. Oui, normal. Et donc j'avais pas ça. Donc je me suis dit, est-ce que je fais 5,5 ou pas? Mhm. Mes darons étaient pas très chauds. Oui. Donc j'avais soit Centrale Lyon, Oui. soit dans les mines, j'avais Super Héros, Télécom, Lensae, enfin les autres écoles. Et en fait, comme je savais que je voulais pas faire un G, enfin je comptais pas partir là-dedans, je suis parti à Super Héros parce que déjà c'est à Toulouse, donc c'était chez moi. Ouais. J'allais pouvoir revoir mes potes de lycée, de collège et de prépa quoi. Et À la maison. j'étais encore à la maison, donc et je savais qu'ils avaient un double diplôme avec HEC, que les autres écoles, par exemple Télécom ils ont aussi, Lensae ils ont aussi, mais je me suis dit autant rester à Toulouse. Mhm. Donc voilà, c'était un peu la main reason. J'étais pas très passionné par les avions ni par les fusées, mais j'étais content de rester à Toulouse. D'accord, ok. Je vois. Et donc, quand t'es arrivé à Isae Super Héros, ce qui t'a vraiment poussé du coup à t'intéresser à HEC Paris, c'était quel cours en particulier? C'est quoi qui t'a motivé? Le côté entrepreneur. Ok. Et aussi en fait tout ce qui touche aux entreprises, qu'il n'y a pas tant en école d'ingé. L'ingénieur c'est encore très théorique, ça va être des maths appliquées, de la physique quantique, de la physique liée aux avions, donc tout ce qui va être mécanique du vol. En fait on est encore très loin des entreprises, on est encore très loin de tout ce qui va être vente, finance, stratégie. Et moi j'avais besoin de... Enfin tout ce domaine-là m'intéressait, même le marketing et tout. Donc c'est vraiment pour ça que je me suis intéressé à l'école de commerce. Donc plus le côté entrepreneur et aussi le côté un peu finance qui m'intéressait. Ok. Mais du coup, est-ce que précisément, qu'est-ce que tu apprenais dans cette école d'ingé, à part faire de très bonnes fêtes, comme tu le dis dans tes vidéos?
En école d'ingé ou de commerce? D'ingé. En école d'ingé, alors j'ai fait beaucoup la fête, ouais. Alors qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Que je me souviens pas grand-chose, mais en fait c'était tous les éléments qui peuvent être liés à un avion. Donc il y avait de la physique des matériaux, il y avait de la mécanique des matériaux, donc comment se déforme par exemple une aile d'avion, D'accord. la mécanique du vol, comment on pilote un avion, mécanique des fluides, Mhm. puisque la principale force qui fait qu'un avion vole c'est la portance, donc c'est une delta de pression Oui. entre le haut et le bas de l'aile. Ça, oui. Et donc le fluide, donc l'air. Donc en fait, on étudie l'air avec une certaine vitesse et Mhm. comment ça crée une déformation de la pression, Mhm. notamment avec des grosses équations. Une des équations principales, c'est l'équation de Navier-Stokes Pas du tout. en physique, mais c'est pas grave si vous ne les connaissez Ouais. pas, c'est normal. Et bref, donc en fait, tout ce qui est lié à l'avion et aux fusées, donc tout ce qui est propulsion également, Mhm. combustion d'énergie, enfin ouais, tout ce qui était lié aux avions, mais c'était hyper théorique, on ne savait pas trop Ah, à quel métier ça allait être lié, et donc ça m'intéresse pas trop en fait. D'accord. Donc tu avais quand même pas mal de matières quantitatives. Et... Ah, c'était que Ouais, quantitatif. ok. Ah, c'était que technique, que scientifique. J'avais peut-être ouais, quelques cours d'entrepreneuriat pour dire que j'en avais. J'avais le cours de compta, mais bon, c'était très très faible. D'accord, je vois. Donc ça t'a quand même assez... T'as eu des très bonnes prédispositions pour t'intéresser ensuite à la finance de marché avec tout ce socle-là justement de matières mathématiques, scientifiques. Effectivement, en fait, quand je suis arrivé à HEC, c'est quasiment là où j'ai entendu parler vraiment de la finance. Donc, que j'ai compris qu'il y avait énormément de divisions dans une banque. Donc, avec par exemple le M&A, qu'on entend beaucoup, partie investment banking, partie market, finance de marché, mais après il y a aussi la partie asset management, partie private equity, partie VC, qui est aussi un peu de la finance dans les startups. En fait, tout ce panel-là de la finance, en fait, je l'ai découvert à HEC, quoi. Et donc, en fait, très vite, je me suis dit quelle branche me parle le plus. En fait, la partie finance de marché, c'était celle qui m'intéressait plus, dû au côté technique, puisque voilà, c'est très matheux, très quantitatif, très algorithmique. La finance de marché, ça peut être très scientifique. Et donc, en fait, je suis directement passé dans cette voie-là. Finance de marché, j'ai laissé tomber toutes les autres. Mhm. Donc, c'est un peu pour ça que je suis parti en finance de marché. Ok. Et comment ça s'est passé du coup la vie là-bas ou même les cours à HEC? Parce que comme on peut le voir, je pense que tu connais le reportage, il y a un reportage avec les codes. Est-ce Ouais, que vraiment il y a est-ce que c'est vrai ces stéréotypes par rapport à ça ou non? ah, c'est vrai qu'il a fait beaucoup parler de lui, C'est ce vrai. documentaire. Et en fait, il est assez vrai Oui. dans le documentaire. Je pense qu'il n'a pas été poussé assez loin du documentaire, mais effectivement, moi qui viens de pas de Paris, donc qui viens de Mhm. Toulouse et qui arrive dans ce milieu-là, effectivement, la notion de code, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'étudiants qui sont à HEC ou dans les top écoles de commerce, qui ont fait les mêmes lycées, Mhm. qui ont fait le même collège, Oui. qui sont allés qui étaient dans le même quartier, dans certains quartiers parisiens. Et en fait, ces gens-là, ils se retrouvent Mhm. en top école d'ingé ou top école de commerce. Oui. Et donc au début, c'est un peu bizarre que tout le monde se connaisse alors que c'était censé arriver dans une même école, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc, Nouvelles connaissances, etc. voilà, et en fait, comme j'ai dit, moi je suis arrivé à HEC, je connais c'est rien de la finance. Mhm. Mais en fait, moi, le 1er septembre, on parlait déjà de summer. Alors que je venais d'arriver à HEC. Ouais, d'accord. Moi, je me suis dit, voilà, la rentrée va être tranquille, on va se faire de nouveaux potes, tu vois, ça va être cool. Oui. Et day one, on me parle de summer. Donc là, tu prends un coup de pression, tu fais, mais waouh. Et en fait, tu te dis, mais je suis à des années-lumière de connaissances des autres par rapport aux autres, quoi. Donc ça met une petite pression, et c'est aussi ça avoir les codes, c'est savoir que tu rentres en banque, dans une banque américaine, il y a les Mhm. spring, les summer, les graduate, Mhm. les off-cycle. Ouais. Et si t'es pas dans le bon timing, tu rentres pas dans le canal qui est fait pour rentrer dans une banque. Et donc t'es d'office éliminé à cause de ce truc-là. Donc si t'as pas les codes, la connaissance de savoir comment tu rentres en banque, dans les top consulting, les top Oui. banques, en fait tu passes à côté de ça. Et pareil, voilà, en fait il y a des gens, ils rentrent à HEC, et leur père ou leur mère leur parle directement des top cursus, comment ils rentraient, alors que bon, on n'a jamais parlé, quoi. C'est aussi ça un peu la notion de code et la notion de... Ok. C'est vrai que parmi enfin, tous les étudiants principalement qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, il y en a beaucoup qui se posent actuellement la question de comment décrocher certains stages en finance qui sont très Ça. très compétitifs. Carrément. Et donc toi, par rapport à ça, est-ce que tu as certaines techniques ou certaines choses que tu as mis en place pour décrocher ces stages-là? Est-ce que tu pourrais nous parler tout simplement? Ouais, en fait, c'est un peu cette problématique qui a fait que j'ai créé ma page Insta, Mhm. où le but c'est vraiment de donner un maximum d'informations sur comment rentrer dans cette top banque. Et donc, je peux en parler pendant des heures, mais pour voir
un super stage ou un super CDI, il faut avoir beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, en fait, la partie expérience professionnelle, c'est ce qui compte le plus dans un CV. Et alors, quand on n'en a pas, comment on valorise un CV? En fait, il faut faire des projets personnels, faire aller à des events. En fait, il faut que ton CV il prouve que tu es intéressé à la finance de marché et que en fait, ce soit un CV finance. Si tu mets un CV, en fait, bah, techniquement, tu n'as rien fait en finance puisque c'est le début, donc c'est normal. Il faut quand même que ton CV, on voit que la personne est motivée par la finance, peu importe laquelle, et par exemple qu'elle ait fait des projets, donc c'est-à-dire à la place de professional experiences, tu mets personal project ou leadership project, et on voit j'ai fait ce modèle en finance de marché qui permet de pricer par exemple des options, ça c'est le truc le plus simple, ou j'ai calculé des valuations d'entreprise. Euh, Voici mon modèle, voici comment j'ai fait. Et en fait, ça prouve que tu t'es intéressé à la finance de marché ou à la finance d'entreprise. Et du coup, avoir un CV vraiment carré, et après, c'est full networking, Oui. full event, full DM LinkedIn et des emails. Et avoir le maximum de réponses, parler au plus de gens. Et en fait, acquérir de la connaissance en parlant aux professionnels. Moi, j'ai mon expérience, donc j'ai des connaissances de comment j'ai fait pour rentrer au Crédit Agricole et à la Société Générale. Mais par exemple, si tu veux rentrer, je sais pas, à la BNP, j'aurais peut-être moins d'infos. C'est pas le même processus de recrutement. Même pour les banques américaines, c'est vraiment un processus qui est cadré. Et là, il faut parler à des professionnels qui sont dans ces banques-là pour avoir les infos. Donc, comment ils recrutent, quand est-ce qu'ils recrutent, quel profil ils recrutent, et essayer de rentrer dans la case pour avoir une chance d'être pris, quoi. Du coup, mais pour toi, le networking, c'est autant important que les cours ou il y en a un des deux qui se Que valent les cours. que les cours, Ah, c'est-à-dire mais c'est clairement plus important que les cours. le networking, Ouais, c'est ça? c'est la chose la plus importante. Ok. Si on veut rentrer en Pour finance, réussir en finance, etc. c'est la chose la plus importante. Les cours, Oui. ça sert à rien, honnêtement. Ce qui compte, ça va être le nom de l'école, Mhm. le La prestige de réputation, l'école. c'est ça? Voilà, est-ce qu'on est dans une target school ou est-ce qu'on ne l'est pas. Et ensuite, c'est expérience professionnelle. Donc, très tôt, même faire un stage d'été en finance, même si la banque n'est pas connue ou l'entreprise n'est pas connue, mais D'accord. avoir une ligne finance expérience professionnelle, même si c'est 1-2 mois, un été. Et après, c'est ouais, que des events, et appeler que des gens. Enfin, Les oui, cold message, tout voilà, ça. le plus facile, c'est d'appeler des alumni, donc des gens qui, pour vous, qui sont passés par la Sorbonne et qui ensuite ont intégré ce que vous vouliez. C'est ça. Là, appelez-les, voilà, on vient de la même école, ton parcours m'inspire, est-ce que tu peux m'en parler? Donc, tu le décroches à l'entretien. Et pendant l'entretien, voilà, tu fais un peu raconter sa vie, il va être très content de raconter sa vie. Tu prends les infos, et après, tu prends aussi les infos, comment je fais pour entrer, quels ont été les processus. Moi, par exemple, pour Crédit Agricole, j'ai fait un événement networking Oui. qui m'a ensuite amené à parler à un gars qui cherchait un stagiaire d'été. Et c'est comme ça que j'ai eu mon entretien. Enfin, que j'ai eu mon stage. Donc en fait, il n'y avait aucune annonce sur Internet, il n'y avait aucune annonce sur LinkedIn. J'étais au bon endroit au bon moment. J'ai su leverage ma présence pour avoir un entretien. Alors que la Société Générale, c'était une autre méthode. C'est souvent les stagiaires et les alternants, ils mettent leur post sur LinkedIn. Et en fait, c'est un peu au shotgun. Donc ils disent, écoutez, mon alternance c'est fini. J'ai besoin de recruter mon successeur. Envoyez votre CV à ce mail. Et donc en fait, si t'as pas l'info, tu peux pas postuler. Donc il faut être hyper connecté sur LinkedIn aussi. Et ça fait partie des codes qu'il faut maîtriser pour avoir un stage et que si on te l'a jamais dit, tu vas deviner quoi. Oui. Mais alors là, Société Générale, ça change un peu. Ils font un programme qui s'appelle Un jour un stage pour recruter les stagiaires. Donc en fait, ils font des journées où tous les stagiaires potentiels viennent. La matinée, c'est une partie examen sur feuille. Et après, c'est une partie entretien oral avec des opérationnels. Et à la fin, ils ont une proposition de stage ou pas. Et c'est la seule manière d'avoir un stage à Société Générale, par exemple. Ok. Et en alternance, ils font encore ce processus de candidature via le site ou via LinkedIn. Mais les stagiaires, euh, le stage un jour, il faut s'inscrire sur le site de la Société Générale. Et après, tu fais ce truc-là, il y en a, je dirais, 4 par an. Ouais. Et si tu rates la session, tu peux pas intégrer la Société Générale, par exemple. Et ça, c'est propre à la Société Générale. Mais la BNP, Crédit Agricole, ils font d'autres processus. Je sais que Crédit Agricole fait beaucoup de LinkedIn aussi. Les stagiaires mettent leurs offres sur LinkedIn, comme j'ai pu le dire. BNP, je pense, il me semble que c'est assez standardisé avec le processus RH. Les banques américaines, c'est sûr que c'est ça. Ok. Que processus BNP RH. Paribas, c'est le cas. Voilà. Donc voilà, il faut maîtriser chaque banque a aussi son processus de recrutement et ses petits codes.
Et bah justement, par rapport à ces stages-là, je serais intéressé que tu nous racontes un peu soit une journée type, soit le déroulement en réalité de ces stages-là, justement. Ouais, carrément. Alors le premier que j'ai fait au Crédit Agricole, c'est un stage de 3 mois où j'étais dans une équipe qui fait le budget des vendeurs. Et alors, je vais essayer de simplifier. En fait, les vendeurs, ils ont des clients, et ces clients, ils leur vendent des produits. Sauf que pour des raisons de risque, ils ne peuvent pas vendre une quantité illimitée de produits. Donc, par exemple, la banque dit aux vendeurs taux qui traitent les asset managers, par exemple, bah, toi avec Amundi, tu peux traiter ce produit-là que maximum à 2 millions de notionnels. Donc tu peux en vendre jusqu'à 2 millions. Une fois que tu as passé 2 millions, tu peux plus vendre. Sauf que pour des raisons de risque. Et du coup, ce 2 millions-là, c'est nous, notre équipe, qui mettait en place ce montant-là. Donc en fait, on a un montant global pour tous les vendeurs, pour tous les produits. Et nous, on fait de l'allocation de lignes de risque, ça s'appelle. Et donc moi, mon job, c'était de faire du machine learning pour prévoir le budget de l'année d'après en fonction des performances. Imaginons un client, enfin un sales avec son client sur un certain produit, bah, imaginons que c'est en croissance. L'année prochaine, on va mettre plus de lignes de risque sur ce client. Et à l'inverse, si l'activité baisse, on en mettra moins de ressources de risque et on en mettra avec un autre client. C'est l'allocation de lignes de risque. Et ça se modifie tout le temps au cours de l'année. Hein. C'est pas fixe, mais c'était mon job. Donc moi, je faisais du machine learning, donc du code, toute la journée. Ok. Pour essayer de prévoir, donc faire des modèles de prédiction sur les ventes. Ok. Ça, c'était au Crédit Agricole. Et ensuite, ça m'a permis d'intégrer la salle des marchés de la Société Générale. Pas mal. Ouais, donc l'année dernière, que j'ai fini en août, en tant qu'assistant vendeur sur des produits dérivés actions. D'accord. Donc equity derivatives. Donc c'est un desk qui va vendre des options, des futurs, des forwards, des swaps sur des actions, donc soit single stock, donc sur une action, LVMH, Apple, ou sur des indices. Donc une option S&P 500, une option Eurostock 600. C'était mon desk. Et donc là, moi, en tant qu'assistant, je gérais principalement toute la partie swap, swap indice. Donc un swap, c'est un échange de cash flow. Donc nous, un swap indice, c'est la perf d'un indice contre la perf d'un taux, plus bips, plus de pourcentage. Donc en gros, je pouvais faire un swap Eurostock 600 contre Ester plus 20 bips. Et donc à chaque date d'observation, tu échanges les cash flows, tu échanges la perf. C'est chinois parce que je raconte. Non, non, forcément. C'est clair. C'est clair, oui. Faut Parfait. être sûr. Ok. Et donc moi, ma journée, c'était alors le matin, je commençais à 8h30, je faisais le morning. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit aux States et en Asie. Ok. J'envoie l'équipe. Ensuite, on traitait toutes les demandes d'ordre de secondaire. Donc un swap, lorsque il est traité, dans toute la vie du produit, il peut être modifié. Donc on peut augmenter le notionnel, on peut reset la perf, on peut restriker le swap. Bon, c'est des termes un peu complexes, mais juste pour dire, soit je recommence le swap à zéro, je change directement la performance, pas la date d'observation, mais un peu avant, c'est un reset. Et une augmentation de notionnel, c'est bah, mon swap là il fait 200 millions, mais j'ai envie de mettre plus dessus, j'ai envie de mettre 100 millions de plus. On fait une increase de notionnel. Ça, tous les ordres de secondaire, c'est nous qui les gérons. Donc c'est nous qui prenons la demande client, qui voyons avec le trading et le middle pour que l'opération soit faite. Et ensuite, c'est nous qui renvoyons tous les fichiers au client pour lui dire bah, écoute, c'est opérationnel, ta demande a bien été prise en compte, et on repart avec ces nouvelles modalités pour ton swap. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on fait toute la journée. Alors, ça, c'est les ordres secondaires. Après, on fait les appels d'offres. Donc, par exemple, quand j'ai un asset manager, par exemple BlackRock, qui souhaite lever un fonds, il va y avoir des banques d'investissement pour faire un swap. C'est pas les fonds d'investissement qui gèrent les produits, c'est les banques d'investissement. Donc ils vont voir toutes les banques d'investissement, ils vont leur dire je lève un fonds S&P 500 sur 500 millions, donnez-moi votre best price. Donc ça, ils demandent à toutes les banques. Et une fois qu'ils ont le best price, ils traitent avec la banque en question. Donc le best price, c'est quoi? Je vous ai parlé de l'indice et de l'ester et des bips. Et en fait, le trader, qu'est-ce qu'il price? Il price ces bips là. Quelle est la marge en plus par rapport à l'indice? Et bah, plus le fonds va payer, enfin, moins il va payer, plus il va être content. Donc ce bips-là, que toutes les banques vont pricer, le fonds va prendre la meilleure banque. Et donc ça, c'est des appels d'offres. Et donc il y a tout un processus d'appel d'offres. Donc on reçoit la demande du client, on envoie tous les données au trading.
Une fois que l'appel d'offres arrive, on demande le prix au trading et on le renvoie au client. Soit on traite pas. Si on traite, donc là il y a tout un processus de création du produit et de être sûr que le client il soit bien enregistré dans le système. Il y a une histoire de KYC, une histoire d'onboarding. On ne peut pas traiter avec n'importe qui, donc il faut bien vérifier que la personne soit. Il y a des agreements. Et, euh, et voilà. Et après, toute une partie avec le middle office, le back office pour être sûr que tout se passe bien. Ok. Mais du coup, avec tes connaissances, même tes expériences, tout ça, du coup, tu as ouvert un compte Instagram, comme on le sait, que tu as un peu présenté, etc. Mais est-ce que Carrément. ça t'a ouvert plus de portes, de nouvelles choses, etc. Ouais, carrément. Alors, je peux parler de mon compte Insta un petit peu. Donc, du Oui. coup, effectivement, alors l'histoire, c'est que je suis arrivé en 2000, donc en début d'année, en fait, je me suis dit que j'avais rien à chercher en fait en 2025. Mon M2 était fait, je savais que j'allais retourner à HEC, j'avais pas de stage ni de CDI à trouver. Oui. Donc, je me dis, soit en 2025, je regarde Netflix, je fais rien, soit je fais quelque chose, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour bien rentrer dans mon master entrepreneur en septembre et, tu vois, et leverage quelque chose, quoi. Donc, je me suis dit, je fais un compte Instagram. De quoi je vais parler? Je suis en finance de marché, c'est un peu le domaine Oui. où j'ai un peu de connaissances, donc je me suis dit, je vais le lancer. Donc, j'ai créé un compte de zéro, tu vois, c'était pas mon compte perso. Oui. Et petit à petit, bon, ça a grossi jusqu'à cet été où ça a bien grossi. Et donc, je parle de finance de marché. Alors, c'est un compte qui est en anglais. Et donc, voilà, je donne tous les codes, tout ce qu'il faut savoir, tout ce que je raconte là, je raconte encore plus sur mon compte Insta. Oui. Et donc, ça m'a ouvert plein de portes, effectivement. Donc, en fait, ça m'a ouvert des portes très différentes. On m'a proposé de faire des podcasts aux States et en Inde. States et Et en Inde. Parce qu'en fait, mes principales vues sont aux States et en Inde. Et Ah, après, ok, c'est même pas en France. très peu en France, ouais. C'est En fait, c'est 30% US, 25 Inde, Oui. et après j'ai 20% UK, et après Ouais. c'est Canada, Allemagne et France. Quel dommage. Mais en fait, France, c'est quasiment 3% mes vues. Et donc, ouais, on m'a proposé ça. On m'a proposé de faire une émission M6. On m'a proposé de faire un jeu M6. Pas mal. On m'a proposé, et récemment, je sais pas si c'est trop, je peux en parler un peu, mais on m'a proposé un CDI dans un très gros hedge fund Ok. pour être vendeur. Alors que j'ai pas postulé, en fait, la RH, j'ai eu un mail de la RH qui cherche un junior maintenant. Je sais pas si c'est lié à mon compte Insta, mais Peut-être. je pense qu'ils ont fait appel à un chercheur de tête, je pense. C'est comme ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Oui. Et donc ils sont tombés sur mon profil, donc j'ai passé l'entretien avec le gars Mhm. pour un gros hedge fund alors que j'avais pas postulé. Et après aussi un peu le métier de l'influence, donc je parle beaucoup avec Ziad, Oui, on voit. Zarch Finance, qui est Ah le oui, Chartier. oui, Chartier. c'est un bon coup. Hier j'étais dans un événement avec Choukariz Oui. et plein d'autres personnes voilà, qui créateurs de contenu et qui sont intéressés par la créateur économique, donc ça m'ouvre aussi ce panel-là. Et forcément, si tu veux être aussi entrepreneur, le fait de créer du contenu et de te montrer un petit peu, ça t'ouvre des opportunités, donc sûr. c'est que bénéf de créer du contenu. D'accord. Bah justement, par rapport à l'Inde, parce que c'est là où il y a quand même une grosse partie de tes audiences qui sont Ouais. réalisées, on peut voir notamment avec l'actualité financière en ce moment qu'il y a un grand nombre de fusions-acquisitions qui s'opèrent actuellement en Inde. Ouais. Tu penses que c'est un marché à fort potentiel en ce moment et dans les années à venir? L'Inde? Ouais. Ouais, je pense que c'est. Franchement, ils sont très déter. Mhm. Franchement, tous mes DM, genre, franchement, ils n'hésitent pas à m'envoyer des DM, ils n'hésitent pas. Franchement, ils sont hyper déter. En Inde, ça s'améliore de ouf. Et franchement, les activités financières en Inde vont exploser, je pense. Après, je suis pas le professionnel du M&A, bien sûr, Oui. je précise. Moi, c'est plutôt finance de marché. Oui. Mais je pense que dans les pays émergents, il va y avoir des choses à faire en M&A, ouais, c'est sûr. Pas que l'Inde, mais même les autres BRICS. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Ok. Très bien. Est-ce que tu aurais des conseils pour que ce soit pour les auditeurs ou même pour nous, pour développer notre réseau, avoir plus de networking, etc. Créer du contenu sur Instagram. Sur Instagram. Ou même sur LinkedIn. Mais en vrai, je rigole, mais pas tant. Là, je parlais avec j'ai rencontré un autre créateur de contenu qui s'appelle Quentin Couturier, qui fait des posts LinkedIn sur la finance de Quelque marché, chose. J'ai toujours qui a 40 000 abonnés sur LinkedIn, en fait, qui est littéralement comme moi, mais sur LinkedIn en français. Mhm. Il m'a dit que ça avait ouvert, pareil, des opportunités de fou, même d'avoir des CDI pour des grosses banques. Donc, bon, il faut prendre le risque de montrer un peu sa tête sur LinkedIn. Mhm. Mais sinon, un peu plus soft, c'est vraiment aller aux events,
parler aux gens, pas être timide, monter une asso de finance, ça peut être pas mal, faut rencontrer des gens. Non, mais en fait, il faut avoir les infos, et pour avoir les infos, il faut parler aux gens. Donc, message LinkedIn hyper personnalisé. Plus c'est personnalisé, plus vous avez un taux de réponse élevé. Donc, bonjour, prénom, j'ai vu que tu faisais ce poste-là dans cette banque-là, je suis hyper intéressé par ce que tu fais. Est-ce qu'on peut s'appeler pendant 5 minutes? Tu vois, comme ça, c'est straightforward, tu sais qu'est-ce que le gars veut. 5-10 minutes, le gars, c'est un alumni, tu vas pas décrocher. Et pendant l'appel, tu lui demandes toutes les infos que tu as besoin. Donc, quelle est son activité? Comment on recrute? Est-ce qu'il recrute? Quand? Comment? Quel type de profil? Et en fait, avoir toutes les infos. Et après, bah, une partie technique, se former techniquement. Forcément, c'est hyper utile. Mais voilà, un petit peu. Ça marche. Je sais pas si j'ai d'autres trucs. Je crois. Bah justement, par rapport à ça, c'est vrai que bah, ça ouvre plein d'opportunités de se montrer sur les réseaux sociaux, de s'exposer au public, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube. Même si YouTube, c'est des formats plus longs, donc c'est assez compliqué de se C'est démarquer. plus complexe, ouais. C'est Ça sûr. prend plus de temps. Toi, parmi les rencontres que tu as pu faire, est-ce que tu trouves que le fait de justement t'exposer autant comme ça donne, comment dire, de la visibilité à la finance en général, à aider les étudiants à s'intéresser davantage à ce qu'est réellement la finance? Ouais, clairement, je pense que effectivement, bah, comme j'ai dit, des fois, il y en a, ils savent même pas ce que c'est que la finance. Enfin, tu vois, toutes les divisions qu'il y a en finance, les gens ils ont aucune idée, quoi. En fait, on parle beaucoup de market et d'M&A, même voire plus d'M&A que market, mais même tous les autres, quoi. ECM, DCM, souverain, enfin, franchement, la finance est hyper large, asset management, family office, en fait, c'est pas du tout les mêmes métiers, quoi. Et donc, D'accord. effectivement, parler de finance sur les réseaux, sachant que c'est assez nouveau, quoi. Joukaris, il a ouvert la voie en sortant de chez Goldman et en faisant les réseaux sociaux. Mais il a ouvert la finance à beaucoup de gens, quoi. Et après, il y a eu d'autres créateurs, même Ziad qui faisait avec son personnage. Lui, il a vraiment touché beaucoup de gens avec ce personnage et s'est intéressé à la finance de marché, quoi, avec son personnage. Donc, c'est hyper bénéfique. Et donc, effectivement, je pense que ça aide beaucoup à m'apprendre plus sur ce domaine qui est assez opaque, au final. Ce serait quoi ton mot de fin pour les étudiants ou même les auditeurs, les auditeurs qui nous écoutent? Le mot de fin, bah écoutez, informez-vous, ne vous limitez pas, vous pouvez tout faire. Il n'y a pas que le M&A, le consulting et la finance de marché dans la vie. Allez explorer tous les domaines de la finance, Oui. allez explorer tout, la consulting, les startups, franchement, testez tout. Et vous limitez pas et parlez aux gens. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Au revoir. beaucoup, puis bonne continuation. Merci, bah vous aussi, bon courage pour Merci. votre podcast. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Bientôt.